Jacques Forjas, nous allons partir avec la police du Roi Soleil et ce livre, Les Princes de la Nuit, un roman policier historique aux éditions Albin Michel. On va bien sûr en parler plus avant. C'est le deuxième volume d'ailleurs, hein. On parlera des deux volumes parce que ça c'est le dernier sorti. Il y en a un juste avant. Mais avant cela, en parlons un petit peu de vous. Vous avez un parcours assez vaste, à la fois dans le cinéma, dans la littérature, prof de lettres aussi. Le début, ça a été le début d'être professeur déjà dans un lycée. Puis après, en IUFM, c'est-à-dire l'école normale, j'espérais que par l'écriture, j'arriverais à me diversifier en faisant autre chose, en écrivant d'abord. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire par des rencontres, par des gens. Je me suis retrouvé d'abord dans le cinéma, parce que vous avez vu que j'avais travaillé avec Jean-Jacques Benex, entre autres. J'ai après travaillé chez Gaumont, où j'ai été pendant 20 ans directeur littéraire, c'est-à-dire sur le choix des scénarios à faire. J'en recevais à peu près 600 par an. Ensuite, bien, j'ai fait aussi un petit peu de théâtre. Vous avez vu, j'avais écrit 3 pièces. Ils se sont joués en off à Avignon. Et j'avais aussi publié des livres un petit peu à droite à gauche. Le premier, il était au Fleuve Noir. C'était Oui, c'est un Caméra. polar déjà. Oui, c'était déjà un polar. Et puis après, non, c'était pas les polars. Et le premier historique que j'ai fait vraiment, c'était sur Napoléon, mais en particulier sur celui qu'on appelait son double psychique, c'est-à-dire Jomini. C'était quelqu'un qui pensait exactement la même chose que lui au même moment. Ce travail dans le cinéma et autres je dirais, donné des clés ou vous a un petit peu influencé dans l'écriture. Oui, on me le dit beaucoup. Au début, je l'avais pas vraiment remarqué, mais c'est vrai que j'apporte une vitesse, on va dire, un petit peu dans les événements, et c'est pas quelque chose que l'on trouve forcément dans l'écriture. Donc, je l'ai appris dans le cinéma et puis dans les téléfilms que j'ai faits. Pour travailler sur cette thématique, il y a évidemment beaucoup de recherches. Vous travaillez plutôt en solitaire ou avec des documentalistes, avec une équipe autour de vous? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous faire 2 réponses. La première, c'est que je ne suis pas à un niveau comme Ken Follett ou des gens de ce niveau-là, si vous voulez, qui ont des équipes autour d'eux et qui font toutes les recherches possibles. C'est moi qui les fais tout seul, mes recherches. Alors, bien sûr, je vais en bibliothèque. Et le deuxième événement, c'est que ça me passionne. Donc, si vous voulez, c'est une culture qui me nourrit et qui me donne envie de poursuivre de plus en plus. Ça me gênerait même maintenant que quelqu'un le fasse à ma place. XVIIe siècle, les fantômes de Versailles, donc roman, je le disais, sur fond historique, à travers une enquête policière, hein. Mais vous y racontez aussi à travers ça, et c'est assez surprenant dès le départ, l'histoire de la police moderne. Comment est venue cette idée justement d'allier tous ces trois passions ensemble, et peut-être même d'autres? Oui, peut-être même d'autres. C'est-à-dire que j'ai fait des lectures et je me suis aperçu que chez quelques-uns, il y avait évidemment cette ambition de faire une histoire très juste, c'est-à-dire très méticuleuse, dessiner un périmètre historique où il n'y a pas de faute, et ensuite plonger dans l'imaginaire, et l'imaginaire, c'est le polar. Parce que là, tout est permis, on peut éliminer qui on veut, de la manière qu'on le veut, etc. Et ça recoupe évidemment ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la police moderne. Pourquoi? Ça m'a intéressé parce que Louis XIV et Colbert sont les premiers à dire et à faire, mais ils vont le faire lentement, et je vous expliquerai pourquoi, mais ce sont les premiers à dire qu'il faut une police unique en France. On ne peut pas avoir dans chaque province une police avec ses règles et qui n'obéit pas à des protocoles qu'il faut absolument suivre. Déjà à Paris, il y avait dans chaque quartier une police différente, avec une police du guet, un commissaire qui faisait un petit peu la police à sa sauce, on pourrait dire. Donc le roi, et surtout Colbert, qui a une vision centralisée du pouvoir, a tout de suite dit, organisons une police unique et transparente et que tous les Français seront obligés de respecter. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que d'un seul coup, la police devient unique et va rejoindre petit à petit la police que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, une police unique, effectivement, mais une police, quand on dit moderne, moderne dans ses méthodes, parce que les méthodes vont être très, très modernes. La science, d'un côté, bon, il y a plein de Et choses. il va y avoir ce que vous avez remarqué, et c'est là que ça va heurter un autre sujet dans mon livre, il va heurter le problème de l'Église. Parce que, évidemment, les prêtres, les médecins légistes, il y en avait à peu près 12 hein, au Châtelet qui travaillaient, on appelait la morgue ou la morne, et qui travaillaient, et surtout, ils ouvraient les corps. Alors l'Église s'est violemment opposée à cette ouverture des corps. Et c'est par là que déjà la science va beaucoup progresser. On va connaître l'emplacement parfait des organes, on va voir s'ils ont été empoisonnés, on va voir selon les plaies qu'ils ont, quelle arme a bien pu les atteindre, etc. Donc là, il y a un travail précis, on n'est pas encore à l'ADN, hein, mais il y a un travail précis qui commence à se mettre en place. Et même quand ils sont sur les lieux du crime, ils commencent à dessiner les corps qui sont sur les lieux du crime, ils commencent à faire un travail de recherche, voir sur les objets qui auraient pu être oubliés, etc. Et, tout. Et il y a un travail de quartier grâce, si vous voulez, et ça on le découvre dans le premier volume, au portrait robot. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'à la morgue viennent un ou deux dessinateurs pour faire le portrait des victimes et grâce à ce portrait, essayer de remonter à leur voisinage pour voir qui c'est qui aurait pu les approcher. Et il y a une collaboration presque internationale aussi, parce que vous parlez des portraits robots. L'idée vient un peu des Italiens qui, eux, Absolument. pratiquaient ça. Vous parlez de la science, vous parlez des Hollandais qui semblaient, eux, être un peu plus en avance sur certaines choses. Il y a une vraie collaboration européenne, on pourrait Oui, dire. oui, c'est-à-dire qu'on passe son temps un petit peu à se voler les méthodes à droite, à gauche, pour essayer de trouver quelle est la meilleure. Et c'est comme ça qu'il progresse. Moi, le XVIIe siècle, c'est un siècle qui me passionne pour deux raisons très précises. C'est que c'est le siècle du théâtre. Tous les plus grands sont là, c'est-à-dire Molière, Corneille, Racine, Rotrou. Alors ça m'intéressait de les voir agir et de les voir ensemble, plus La Fontaine qui fait partie quand même du décor, et ces gens-là se retrouvaient, sauf Corneille, mais au même endroit, dans les mêmes auberges de Paris, comme la pomme de pin et le mouton blanc. On peut trouver ça dans tous les dictionnaires. Alors ça m'intéressait. Et le deuxième point qui m'intéressait, c'est que c'est en même temps l'opposition violente des religions. C'est-à-dire qu'on vient de faire la révocation de l'édit de Nantes, mais à Versailles, autour du roi, se mènent des guerres terribles entre les jansénistes et les jésuites. Et je me suis dit que ça, mis en mouvement, ça pouvait apporter des choses intéressantes. On commence avec une femme donc crucifiée, la tête en bas à la porte de Vanves, et puis des sorcières, parce qu'on la qualifie très vite de sorcière, il va y en avoir une flopée de sorcières. Et puis il va y avoir l'Église, effectivement, vous en parlez. Tout ça se croise et s'entremêle. Si vous voulez, autour du roi et surtout de la Montespan, existaient euh, des gens qui étaient lassés par Versailles. C'est-à-dire que tous les soirs, un feu d'artifice, des balles et des buffets, euh, tous les soirs, c'était un peu, entre guillemets, j'exagère, mais le Disneyland de l'époque. Il y avait des plaisirs et des distractions en permanence. Donc, il y a des gens, dont la Montespan et d'autres, qui avaient un esprit un petit peu plus pervers et qui ont décidé de gagner du terrain un petit peu vers le mystère et vers les poisons, vers même des sabbats, etc. Et on avait ça. Et la Montespan, heureusement qu'elle était à l'époque très proche du roi, avait avec elle Racine, qui a été également accusé d'avoir participé à des poisons et à vouloir lui-même peut-être faire disparaître une de ses anciennes conquêtes qui était sa plus grande des actrices, eh bien, tout ça, j'ai essayé de le mêler. Et en même temps, il y a la religion. Et on voit bien que dans le livre que j'ai écrit, la religion, elle a plusieurs courants. On rencontre des prêtres tout à fait dans la ligne de la foi, de la prière, de la miséricorde, etc. Et puis, il y en a d'autres qui ont une attirance satanique. J'aimerais qu'on parle quand même un peu des personnages, parce que là, on a évoqué des personnages
ayant existé, historique. Alors je me suis un peu questionné, mais il y a une partie de personnages de fiction que vous avez inventés à travers, qui vivent à travers aussi ces personnages, comme vous parliez de Colbert ou bien évidemment Louis XIV, ou même du lieutenant général Larénie, et puis les inspecteurs, hein, les deux inspecteurs, enfin les inspecteurs de la Mare, il y en a trois même, Laruche et Torsac. D'où ils viennent ces inspecteurs? Lamar, c'est un personnage historique. Si on fait le musée de la police à Paris, qui est Montagne Sainte-Geneviève, on découvre des portraits de Delamarre. Delamarre, c'était le commissaire, on peut bien dire que c'était le bras droit de l'Araignée. Il y en avait un deuxième, c'était Degré. J'en parle pas, mais j'aurais pu en parler. Les deux autres, ce sont deux inspecteurs. Pour devenir inspecteur à l'époque, il fallait être sous-officier dans l'armée. On quittait sous-officier dans l'armée, on faisait un stage de 6 mois et après, on rentrait au Châtelet, qui était le commissariat principal de l'époque, et à ce moment-là, on devenait inspecteur. Alors, eux, ils sortent bien entendu de mon imaginaire, même si j'ai beaucoup pris dans des livres historiques le comportement, comment ils vivaient, combien ils faisaient d'heures, quelles enquêtes ils pouvaient mener, etc. Chacun avait des spécialités. Vous apercevez que Torsac, par exemple, est très attiré par les sorcières. Il est dans ce domaine. Alors que Laruche, lui, c'est plutôt le théâtre. Il surveille les théâtres parce qu'il y a beaucoup de vols dans les théâtres. C'est ce qui est intéressant aussi dès le départ, c'est parce que bon, on trouve sur une histoire qui, somme toute, un peu banale, parce que parler de Versailles, il y a effectivement le faste de la cour, puis d'un autre côté, c'est l'époque de la cour des miracles, donc il y a un contraste entre ces deux milieux. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a un fait divers, c'est un fait divers, une femme qui est tuée quelque part, mais très vite, la police et l'Araignée vont s'intéresser à ce phénomène. Comme quoi, il n'y a pas de petites affaires, on pourrait dire. Non, il n'y a pas de petites affaires parce que le premier crime que l'on découvre, vous l'avez dit, la victime a la tête en bas. Oui. La tête en bas, pour quelqu'un comme Torsac, à qui on dit oh, mais si tu avais voulu, tu aurais pu être prêtre. Et Mhm. lui, il répond mais je suis sûr que j'aurai plus de service en étant policier que prêtre, parce que le malheur, je l'ai en face de moi tous les jours. Alors lui, il comprend tout de suite que si cette femme a été crucifiée la tête en bas, nous sommes dans un rite satanique. C'est-à-dire que c'est la réponse à Jésus-Christ qui, lui, bien entendu, est tête en haut. Et le diable, lui, fait un antéchrist en mettant la tête de cette femme en bas. Donc Torsac s'aperçoit que ce n'est pas un petit crime comme ça qui s'ajoute à un autre. Il y a un message dans ce meurtre et c'est avec ce message-là qu'ils vont progresser sur une piste. Quel est le personnage ou les personnages pour lesquels vous avez le plus d'affection? Moi, j'aime beaucoup Torsac parce Oui. que c'est un personnage mystérieux. On dit toujours que c'est le cavalier des deux rives parce qu'il est capable de passer du monde des vivants au monde des morts. Il a cette facilité-là. Il a le sentiment que ce qu'on voit, oui, certes, c'est fait partie de la réalité, mais que derrière ce que ça, il y a un autre monde, il y a d'autres façons, il y a un autre monde enroulé ou nôtre. Et là, Torsac, il a cette partie mystique en lui qui m'intéresse et ce qui l'aide beaucoup dans les enquêtes. C'est-à-dire qu'il voit souvent ce qui est caché derrière. Est-ce qu'il y a un message, pas un message, mais quelque chose un petit peu qui relève de l'ésotérique quelque part dans cette enquête de vérité de nos enquêteurs et sur cette histoire? Oui, parce que je me suis intéressé à quelque chose qui a existé à l'époque et qui revient un petit peu aujourd'hui, c'est la présence des animaux. L'église souterraine, elle s'appelle dans le livre, Oui. c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent réintégrer les animaux dans l'église. Ils s'aperçoivent qu'ils sont omniprésents sur les façades, qu'il y a des saints comme Saint-Roch et d'autres qui se promenaient toujours avec un animal, qu'on a l'Arche de Noé où il y a tous les animaux, on a Bethléem où il y a l'âne, le bœuf, etc. Et qu'ils ont tous joué dans l'histoire de l'Église un rôle très important. Et comme ce sont des sorcières blanches, elles aimeraient que les animaux retrouvent leur place à l'intérieur de l'Église. Pas forcément dans l'Église elle-même, mais qu'ils soient considérés avec beaucoup plus d'intérêt et qu'on leur accorde de la valeur. Voilà. Ça s'appelle Les fantômes de Versailles, c'est publié chez Albin Michel. On part avec la police du roi Soleil, comme c'est indiqué sur le bandeau. Merci Jacques Forjas. Et Merci à vous. peut-être que ça pourrait faire une bonne série télé, ça aussi. J'aimerais bien, ça me plairait bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était
Très très bien. Merci à vous. Bientôt. Au revoir.